Bonjour et bienvenue sur le Réveil Punafoni. Il est l'heure de bien commencer la journée ensemble. Un grand coucou chaleureux à tous nos fidèles auditeurs de Bamako à Dakar, de Paris à Washington et partout où vous nous écoutez ce matin. Au programme, l'actualité africaine et francophone, la météo et les grands titres du jour. Mais sans plus attendre, place tout de suite à votre flash d'information. Messieurs et dames, vous qui écoutez la radio Kunafoni en Afrique et à travers le monde, bienvenue dans votre session d'information. Micro pour la présentation de Madjara, voici les titres. Nous commençons cette session d'information par le Mali où la coalition malienne pour les droits de l'enfant a tenu une rencontre avec les médias pour vulgariser les 134 recommandations du comité des droits de l'enfant. Vous entendrez le compte rendu de Awa Diko. Au Sénégal, Ousmane Sonko, limogé de son poste de Premier ministre, puis élu président de l'Assemblée nationale, continue de susciter la polémique au sein de la classe politique. Le sommet du G7 s'est conclu à Évian en France par un appel à un cessez-le-feu immédiat au Liban. Nous terminerons cette session d'information avec la défaite des Lions du Sénégal contre la France sur le score de 3-1 en phase de groupe de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Bienvenue à l'occasion de la journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin 2026. La coalition malienne pour les droits de l'enfant, avec le soutien de l'UNICEF, a réuni des professionnels des médias à Bamako. Cette réunion avait pour objectif de renforcer la vulgarisation des 134 recommandations formulées par le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies à l'endroit du Mali. Compte rendu de Awadiko depuis Bamako. Ces recommandations issues du dernier examen du pays couvrent l'ensemble des secteurs liés à la protection de l'enfant, justice, santé, éducation, agriculture, finances, environnement et administration territoriale. Depuis la crise de 2012, le Mali avait rencontré des difficultés dans la soumission régulière de ses rapports grâce à une coalition de plus de 108 organisations de la société civile et au soutien de l'UNICEF. Un rapport complémentaire a pu être élaboré et présenté au comité. Déjà, des activités de dissémination ont été menées dans plusieurs régions du pays, notamment à Ségou, Sikasso et Mopti. Pour les acteurs impliqués, les médias jouent désormais un rôle clé dans l'appropriation de ces recommandations par les populations. Adaptées après l'examen du Mali, ces 134 recommandations s'inscrivent également dans le cadre de l'appel à l'action de Bogota, visant à renforcer la protection des droits de l'enfant. Un enjeu majeur pour les années à venir, transformer ces recommandations en actions concrètes au bénéfice des enfants du Mali. Awadiko pour la radio Kunafoni depuis Bamako. Au Sénégal, Ousmane Sonko, limogé le 22 mai 2026 de son poste de Premier ministre par le président Bassirou Diomaye Faye, puis élu président de l'Assemblée nationale par les députés de son parti majoritaire, le PASTEF, continue de susciter le débat au sein de la classe politique et parmi les défenseurs des droits de l'homme. Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Ousmane Sonko, a déclaré qu'il veillerait à ce que l'institution parlementaire joue pleinement son rôle pour le peuple qui a placé sa confiance en lui. Cette séparation sur le plan institutionnel n'est pas l'aspect le plus marquant de ma carrière politique en réalité. Et je pense qu'aujourd'hui, je dois remercier d'abord le peuple sénégalais d'avoir porté la confiance sur un candidat que moi-même j'ai désigné et ensuite d'avoir renouvelé cette confiance en nous donnant cette majorité écrasante à l'Assemblée nationale et par anticipation en me désignant à la tête de cette prestigieuse institution. Désormais, mes énergies vont être concentrées à donner à cette institution-là le rôle et la place qui est la sienne. Mais Alountine, défenseur des droits humains et fondateur d'Africa Jom Center, estime que certaines procédures n'ont pas été respectées lors de l'élection de Ousmane Sonko à la tête de l'Assemblée nationale du Sénégal. Après le limogeage, il y a eu ce que je peux appeler la riposte. Dans la précipitation, on a quand même nommé Sonko à la présidence de l'Assemblée nationale en quand même violant certaines procédures, ce qui a fait beaucoup polémique. On peut se réjouir que le président de la République, en dépit de cela, est resté zen. Sinon, on allait vivre quand même les tensions qu'on avait connues en 1963.
Ousmane Sonko invite le président Bassirou Diomaye Faye à accepter la cohabitation au sein du gouvernement car il ne dispose pas de la majorité à l'Assemblée nationale. Le président n'a pas un seul député à l'Assemblée nationale sur 165. PASTEF a 130 députés sur 165. Ça, si ça n'impose pas la cohabitation, ce serait quoi la cohabitation? Il faut qu'il arrête qu'on le pompe pour lui dire c'est toi le président, tu as tous les pouvoirs. Il n'a pas tous les pouvoirs. Il n'a pas plus de pouvoir que les autres d'ailleurs, actuellement, dans la configuration actuelle. Il faut qu'il redescende de son piédestal et qu'on se parle en responsable, dans l'intérêt de ce pays. Ceux qui le poussent à aller vers une guerre ne lui rendent pas service. Je lui parle en tant que grand frère, je ne parle même pas du président. Ils ne lui rendent pas service. Lors de la célébration du centenaire de l'ancien président Abdoulaye Wade, le président Bassirou Diomaye Faye a appelé la classe politique à protéger la démocratie sénégalaise. La démocratie n'est pas un butin que l'on arrache et que l'on garde jalousement. La démocratie, c'est une flamme que l'on se passe de main en main et qu'il ne faut jamais laisser s'éteindre. On peut s'opposer sans se déchirer et se succéder sans se détruire. Nos aînés nous l'ont appris, à nous de ne pas le désapprendre. L'élection de Ousmane Sonko à la présidence de l'Assemblée nationale est contestée par les acteurs politiques. En réponse, la coalition d'opposition Taku Wallu Sénégal avait officiellement saisi le Conseil constitutionnel début juin 2026 afin d'obtenir l'annulation de cette élection. Mais le Conseil constitutionnel sénégalais s'est déclaré incompétent le mercredi 17 juin 2026 pour statuer le recours déposé contre l'intégration de Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale, ouvrant ainsi définitivement la voie parlementaire au leader du parti PASTEF. Pour le reste du monde, le sommet du G7 s'est conclu à Évian en France par un appel à un cessez-le-feu immédiat au Liban. Plus de détails avec Tidjane Ouedraogo. Lors du dernier jour du sommet de l'Élysée à Évian, les dirigeants du G7, Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, États-Unis, Royaume-Uni, ont publié une déclaration commune exigeant un cessez-le-feu immédiat et ferme au Liban, le désarmement du Hezbollah et le respect de la souveraineté libanaise avec une garantie internationale. Le G7 a également soutenu l'accord cadre Washington-Téhéran, le fameux mémorandum d'entente signé lundi, tout en exigeant qu'il soit suivi d'un accord diplomatique robuste et complet, incluant les dossiers nucléaires iraniens et la réouverture du détroit d'Ormuz, selon des sources d'Élysée. Le président des États-Unis, Donald Trump, lui-même a publiquement critiqué Netanyahou au G7, affirmant qu'il devait être plus responsable au Liban. Il avait aussi regretté les frappes sur Beyrouth 2 heures avant la signature de l'accord avec l'Iran. Mais Netanyahou a réaffirmé qu'Israël ne se retirerait pas des zones de sécurité qu'il occupe au Liban, en Syrie et à Gaza. Le ministre Ben Gvir est même allé plus loin, appelant à continuer les opérations même contre la volonté des États-Unis. Pour finir, la radio Kunafoni reçoit Modibo Mao Makalou, économiste et directeur d'Ibest Internet Business Service au Mali. Il abordera l'accord cadre signé entre les États-Unis et l'Iran. Cet accord instaure un cessez-le-feu, sécurise les détroits d'Ormuz et fait baisser le prix du pétrole. L'Afrique sera-t-elle profit de cet accord? Il répond aux questions de Kadiatou Traoré Nientao. Modibo Makalou, bonsoir encore une fois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Madame Nientao de m'avoir invité. Toujours un plaisir. Quand on regarde cet accord cadre entre les États-Unis et l'Iran avec la dimension pétrole et la réaction des marchés, quelle est votre lecture en tant qu'économiste africain? Merci bien. Bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Nous les remercions. Donc, évidemment, c'est une bonne nouvelle, c'est une détente parce que ça fait quand même 15 semaines que nous sommes dans ce conflit au Moyen-Orient qui a perturbé le monde entier, les marchés, les économies, la paix sociale. Et comme vous le savez,
évidemment, avec cet accord cadre, ça permet quand même d'entrevoir un début de détente. Et je pense que c'est une très bonne chose, même si, évidemment, les discussions vont se poursuivre et que les négociations doivent être finalisées. Mais je vois de part et d'autre quand même que il y a une bonne foi parmi les partis qui négocient et qu'il y a un air d'optimisme. Mais comme vous l'avez dit, on a ressenti immédiatement les prix, le baril du pétrole est autour de $80 et vous savez, à la veille du conflit le 28 février 2026, le baril était à environ $70 et nous étions quand même montés jusqu'à $120. Donc ça veut dire quand même que nous sommes sur une bonne trajectoire. Et vous avez parlé du détroit d'Ormuz, qui est quand même un passage très important pour le commerce mondial, parce qu'il y a quand même environ 20 millions de barils de pétrole qui passent par jour, qui approvisionnent à 80% l'Asie, qui est quand même l'usine du monde, mais qui approvisionne aussi l'Afrique non seulement en produits pétroliers, mais en produits gaziers et en produits pétrochimiques, et même en aluminium. Il y a aussi les engrais azotés surtout, et les fertilisants. Donc, vous savez, la saison des pluies a commencé en Asie et commence en Afrique. Donc, évidemment, cela va permettre de faire baisser les prix des intrants. Parce que quand même, l'Afrique, même si elle produit quand même 10 millions de barils de pétrole, mais c'est du pétrole brut que nous raffinons très peu, à part la raffinerie Dangote qui est nouvelle, qui vient d'être inaugurée il y a 2 ans, mais qui produit 650 000 barils de pétrole par jour par rapport à 10 millions qui sont produits en Afrique. Il y a 600 000 barils de pétrole raffinés qui sont destinés à l'Afrique, qui passent par le détroit d'Ormuz, qui vont être de niveau disponible. Donc, je pense que tout cela, que des bonnes nouvelles pour l'Afrique. J'aimerais surtout rappeler qu'il y a en Afrique 38 pays sur les 54 qui sont importateurs nets de produits pétroliers. Malgré que l'Afrique est entre la dette, la grande dette qui est sur nous, même si le marché est ouvert, le fait que le prix du pétrole va baisser ne serait pas un inconvénient sur l'économie africaine? En partie, je vous ai dit, parce qu'il y a beaucoup plus de pays importateurs que de pays exportateurs. Il y a environ une dizaine de pays qui exportent, mais vous en avez 38 qui importent, c'est-à-dire qui achètent, qui n'ont pas une goutte de pétrole chez eux et qui doivent l'acheter en dehors de chez eux. Donc c'est cela la difficulté. Et vous savez, madame, la difficulté avec le pétrole, c'est que quand le prix du baril de pétrole augmente, le pétrole est un déterminant essentiel du prix de l'inflation, c'est-à-dire la hausse généralisée des prix et des biens de consommation courante. Donc, qui dit inflation parle du pouvoir d'achat, maintenir le pouvoir d'achat des populations. Absolument, absolument. Et malheureusement, c'est ce que nous constatons avec cette inflation qui concerne en Afrique surtout le prix de l'énergie, c'est-à-dire le prix des transports. N'oublions pas que 80% du commerce maritime et du commerce mondial se fait par fret maritime. Bon, vous avez aussi le fret aérien, le fret terrestre, et ces pays dans toute l'Afrique, qui sont des pays enclavés, qui n'ont pas de façade maritime, comme le Mali, le Burkina, le Niger, et qui sont obligés de dépendre de leurs pays voisins qui ont des façades maritimes. Je veux qu'on reparte encore en arrière sur cet accord cadre. On a vu des réactions aujourd'hui malgré la résistance de tous les marchés internationaux, mais il y a quand même toujours des craintes et des doutes par rapport même à la durabilité de cet accord. Alors, qu'est-ce qui pour vous est le plus important dans ce texte? Le cessez-le-feu, les détroits d'Ormuz ou la question des sanctions? Oui, moi je comprends ça. Il y a évidemment cette guerre. Ce conflit devait faire, on avait parlé de 48 heures, mais on est dans la 15e semaine. Évidemment, il faut qu'il y ait des doutes. Ce qui est sûr, c'est que nous ne pouvons pas revenir au même niveau de conflit qu'avec les milliers de bombardements que nous avons eus. Et parce que vous savez, les infrastructures pétro-gazières ont été atteintes au Moyen-Orient. Et vous savez que c'est une grande zone de production de pétrole et de gaz. Et vous savez, le problème avec les installations pétro-gazières, c'est que une fois qu'elles sont détruites, on ne peut pas les faire redémarrer immédiatement. Donc ça va prendre encore des années et des investissements supplémentaires, sans compter tout ce qu'il faut réparer comme infrastructure. Donc le coût même de la guerre pour les États-Unis, pour l'Iran et pour les pays qui ont été touchés, évidemment, cela va quand même
engendrer d'autres difficultés dans les années à venir, parce qu'il va falloir remettre l'économie à niveau, et puis il va falloir bâtir la paix et la confiance, parce que vous voyez tout ce qui était produit dans cette zone auparavant, parce que tout le monde pensait que c'était une zone sûre et à l'abri des conflits, mais on s'est rendu compte que, évidemment, les conflits peuvent survenir partout. Merci beaucoup, Monsieur Modibo Makalou, pour ces éclairages. Merci à vous tous. C'était Modibo Mao Makalou, économiste malien, interrogé par Kadiatou Traoré Nientao. Vous avez bien compris, nous sommes à la page sport. La victoire 3-1 de la France face au Sénégal a suscité l'inquiétude chez de nombreux Sénégalais qui craignent que les Lions de la Teranga ne soient plus qualifiés pour la suite de la Coupe du Monde. Le Sénégal est dans le groupe I avec la France, la Norvège qui a battu l'Irak 4-1. Cependant, Thierno Dramé, journaliste et sportif de la RTS, la chaîne de télévision nationale sénégalaise, estime que le Sénégal a une chance de se qualifier pour les 16e de finale. Écoutons son analyse. Je pense que le Sénégal a toutes ses chances parce que déjà dans cette Coupe du Monde à 48, si vous terminez meilleur 3e, vous pouvez espérer une place en 16e de finale. Donc il faudrait gagner un des 2 matchs à suivre, à venir et pourquoi pas les gagner. Mais en tout cas, même avec 3 points, on n'est pas forcément éliminé. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que cette équipe de Norvège est tout aussi forte, voire même plus forte sur le plan offensif, puisqu'il faut rappeler que lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, la Norvège a terminé meilleure attaque. Maintenant, elle a un profil qui est un peu différent de celle de la France. Les joueurs sont plus grands, peut-être plus physiques que l'équipe de France, et elle n'aura pas forcément besoin d'avoir tout le temps le ballon pour essayer de marquer. Mais elle a de très 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 bons attaquants, quasiment les meilleurs, ou l'un des meilleurs en tout cas actuellement au poste d'avant-centre, c'est Erling Haaland qui n'a pas besoin d'une occasion complète pour marquer. Une demi-occasion lui suffit, on l'a vu déjà contre l'Irak. Il marque sur un tacle au 2e poteau, ensuite il vient sur un dégagement, une mauvaise passe, il met la pression sur le gardien qui dégage dans ses pieds. Donc c'est un attaquant qui est extrêmement dangereux et sur lequel il va falloir vraiment être très concentré, ne pas le laisser d'un iota. Mais après ça, moi je me dis que de toute façon, c'est une compétition, il y a 2 matchs. Le Sénégal a des qualités, c'est vrai que sur le match contre la France, durant la 2e période, il y a beaucoup de choses à corriger. L'entraîneur en est conscient, les joueurs eux-mêmes. Mais si le Sénégal joue sur ses valeurs, si le Sénégal réussit à être, disons, chirurgical sur le peu d'occasions qu'il aura, il peut faire la différence. Donc pour moi, l'espoir est toujours permis. C'est un match sur 3. Et donc, oui, il faut absolument pas se décourager. Ils n'ont qu'à mettre les ingrédients pour retrouver les Lions de la CAN, retrouver les Lions qui ont battu l'Angleterre pour aller au bout de ces phases de groupe, en tout cas, et décrocher une place pour la suite. C'était Thierno Dramé, journaliste et sportif à la RTS. C'est ce qui met fin à cette session d'information sur la radio Kunafoni, une production de Madame Traoré avec la participation de nos correspondants. On se dit à la prochaine pour une nouvelle session d'information sur la radio Kunafoni.